Bien, bah, écoutez, je vous propose de démarrer ce webinaire consacré à l'ouvrage de finance de la collection Management décarboné porté par la FNEJ. Bonjour à tous. Alors, quelques points d'ordre pour démarrer. Donc, ce webinaire est enregistré et il sera disponible sur la chaîne YouTube de la FNEJ d'ici quelques jours. Deuxième point. Nous sommes en mode Zoom webinaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas poser des questions à l'oral pour ceux qui se sont connectés. En revanche, je vous invite à utiliser le Q&A que vous avez en bas de votre écran Zoom pour poser des questions par écrit. Et à l'issue de la présentation, je jouerai le rôle de modérateur pour poser les questions aux trois panélistes. Et éventuellement, je pourrais répondre par écrit si jamais la question a une réponse direct par écrit et qu'elle n'intéresse pas nécessairement tout l'auditoire. Ces points d'ordre étant réglés, ben, je voudrais tout d'abord remercier les auteurs de l'ouvrage, dont trois nous font l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, nous avons Vanessa Serré, qui est professeure à l'Université de Lorraine et à l'IAE de Metz, Pascal Barnetto, qui est professeur à l'Université de Bordeaux et à l'IAE de Bordeaux, et Yves Ranou, qui est professeur à l'ESC Clermont School of Business. Et puis, l'ouvrage a également été coécrit par Emmanuel Dubocage de l'Université Paris-Est, IAE de Paris-Est, et Karine Girard-Guéraud, qui est professeure chez Audencia. Quelques mots sur la collection. Donc, cette collection, elle a été lancée par la FNEJ avec pour objet de réécrire, d'écrire des manuels d'entrée pour les étudiants, mais pas que pour les étudiants, de telle sorte que, de façon native, les enseignements intègrent la décarbonation et que ce ne soit pas le dernier chapitre qu'on traite à la fin de son cours, en disant, au fait, on va vous parler de RSE et de décarbonation, mais que ça pénètre bien dans l'ensemble des enseignements et on manquait, enfin, en tout cas, on a fait le diagnostic qu'on manquait d'ouvrages qui intègrent ceci de façon importante sur tous les points qu'on traite dans les différents domaines. Aujourd'hui, nous parlons de finance, mais cela vaut également pour d'autres domaines. Il y a deux autres ouvrages qui sont déjà parus, un en entrepreneuriat, un en management stratégique, et d'autres sont à venir. A priori, le prochain sera en marketing. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'ouvrage de finance, et je vais passer directement la parole à Pascal Barnetto, qui va démarrer la présentation de l'ouvrage de finance. Pascal, c'est à toi. Merci Jérôme. Donc, au nom de tous les co-auteurs de cet ouvrage, avec qui on a pris beaucoup de plaisir, voilà, nous tenons à remercier donc la FNEJ pour nous avoir confié ce travail, voilà, de pouvoir intégrer dans nos enseignements futurs, effectivement, cette réflexion sur la décarbonation de l'économie et de la finance en particulier. Alors, nous sommes tous enseignants de finance. La finance, hein, sur ces 60-70 dernières années, qui est née finalement dans ce contexte classique et néoclassique, basé sur le fonctionnement des marchés, a beaucoup évolué au cours de ces 3 dernières décennies, en particulier en intégrant le rôle des acteurs dans une finance plutôt comportementale, une finance également de plus en plus axée sur la réglementation, les organisations, quelles qu'elles soient les institutions, et preuve en est aujourd'hui finalement avec les directives européennes comme la CSRD, hein, qui ne sont qu'une finance finalement institutionnelle. Et puis est arrivé depuis maintenant voilà, au moins 2 décennies, une réflexion autour de la durabilité dans la finance avec des évolutions de termes, de mots comme le mot durable, le mot vert, hein, le mot soutenable. Et ça a été l'occasion pour nous de nous pencher hein, sur un point crucial de la partie finalement environnementale, le carbone. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui qu'il faut agir pour des actions qui prennent du temps hein, dans le futur. Non pas que les autres critères comme le social ou la gouvernance ne soient pas une priorité, mais l'urgence veut que ce soit le carbone et c'était également pour nous et entre nous un moyen de connecter déjà des travaux de recherche que nous avons faits. Alors, cet ouvrage a une ambition toute minime, hein. Il ne s'agit pas de remettre en cause les grands paradigmes de la finance, on n'en est pas là aujourd'hui. La recherche n'a pas assez encore avancé sur le sujet,
Mais il y a déjà pas mal de travaux qui nous ont permis finalement d'intégrer dans nos enseignements les évolutions de cette finance décarbonée. Le but évidemment, c'est de faire réfléchir tout praticien, tout étudiant à cette finance donc décarbonée. Donc cette ambition de cet ouvrage est tout modeste et il reste un ouvrage pédagogique et non pas un ouvrage de recherche. Alors nous avons souhaité également nous caler sur à peu près 10 chapitres pour traiter les grands points de la finance, sur les marchés, sur le risque, sur les décisions d'investissement, de financement, sur le capital investissement, mais également sur les problématiques d'évaluation, d'analyse financière et de gouvernance, qui fait que chaque chapitre est bien fractionné avec à chaque fois à la fin un quiz, un point sur l'actualité et une étude de cas, ce qui va permettre également un apprentissage de cette finance décarbonée point par point. Euh, voilà. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec un premier chapitre qui a pour objectif finalement de décanter un petit peu ce que l'on entend par cette finance décarbonée et de donner des premiers points de réflexion sur le carbone, la manière dont il est mesuré. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on en parle beaucoup dans la presse, dans tous les médias, mais également dans les recherches académiques, mais on parle souvent d'émissions brutes de carbone, d'émissions estimées, d'émissions compensées, de neutralité carbone, de stock de carbone, de flux de carbone. Bref, l'objectif de l'ouvrage, de cette première partie, ça a été un petit peu de clarifier tous ces termes qui sont donc liés au carbone, de façon à bien comprendre de quoi on parle. Et puis, très rapidement, le carbone, finalement, est un indicateur qui permet une mesure relativement aisée, facile, parce que relativement ancienne. La taxe carbone, date déjà de plus de 50 ans en tant que telle. Et donc, il a fallu mesurer et comptabiliser ce carbone. Alors, on se retrouve confronté aujourd'hui à la fois à des outils plutôt de reporting qui sont anciens. Donc, parmi ces outils de reporting, on a par exemple le bilan carbone à l'échelle de la France, qui est promulgué par l'ADEME. Nous avons également des normes, comme les normes ISO 14060 sur les gaz à effet de serre. Nous avons le fameux GHG protocole qui permet donc de quantifier les émissions de scope 1, de scope 2, de scope 3, qui sont aujourd'hui quasi répandues dans toutes les organisations de taille, on va dire, un peu significative. Et ces outils de reporting aujourd'hui sont pléthores et ils sont intégrés dans des directives également européennes, comme les fameuses normes de soutenabilité de l'EFRAG, qui fait que on confond parfois reporting et comptabilité. Parce qu'effectivement, sur le plan purement comptable, au sens du plan comptable général ou de l'autorité des normes comptables ou des normes comptables internationales, les IFRS, il n'y a pas grand-chose en matière de comptabilisation des émissions de carbone, si ce n'est à travers des comptabilisations de quotas d'émissions de gaz à effet de serre ou de crédit carbone. Bref, toute cette partie, finalement, a pour objectif de bien poser à plat ces différences entre reporting, comptabilité carbone, sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'initiatives en France sur des outils visant à quantifier ce carbone. Alors, il y a des comptabilités plus élargies qui sont proposées, comme la méthode CARE, par exemple. On a également la méthode ADES logique et on a, par exemple, des méthodes plus simples comme la comptabilité, donc mesure sur carbone sur facture. Alors, sur le carbone, évidemment, les informations sont pléthores. Il y a beaucoup, beaucoup de bases de données. On a des bases internationales comme celle de l'ONU, des bases françaises comme celle de l'ADEME. On trouve également des rediffuseurs d'informations comme Morningstar, par exemple. On trouve le CDP. On trouve ces informations aujourd'hui en ligne sur le carbone. Bon, voilà un petit peu le panorama de ce premier chapitre sur le carbone. Alors, après introduction au fondement de la comptabilité carbone, dans le chapitre 1, le chapitre 2, qui s'intitule De la stratégie européenne à la régulation durable, a pour ambition de tracer le paysage réglementaire de la finance décarbonée.
C'est un chapitre qui se propose d'éclairer la montée en puissance d'un cadre normatif à la fois européen et international, voire national, pour guider cette transition. Et nous avons essayé de présenter de manière structurée les accords de Paris, le pacte vert européen, la taxonomie verte et notamment les fondements politiques qui les sous-tendent. Nous présentons la directive CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, et qui concerne donc les entreprises, et la directive SFDR pour les fonds d'investissement, Sustainable Finance Disclosure Regulation. Par ailleurs, nous nous focalisons également sur l'article 29 de la loi énergie-climat, qui est une spécificité française. Quelle est l'originalité de ce chapitre? Eh bien, en l'occurrence, il présente également les autorités et institutions économiques financières avec les agences de notation extra-financières, les agences de notation à impact. Mais bien sûr et surtout, il met en relation les institutions euh, comme l'EFRAG, qui produit les normes ESRS, ou des institutions comme l'ISSB qui produit les normes IFRS. Et ce chapitre essaie d'expliquer quel est leur impact opérationnel sur la gouvernance des entreprises. Alors, du point de vue du matériel pédagogique, eh bien, le matériel pédagogique est constitué d'un quiz, d'une actualité et d'une étude de cas, mais plus spécifiquement, l'étude de cas permet de démystifier un paysage réglementaire extrêmement dense et grâce à l'étude Green Future Fund, eh bien, cette étude va permettre d'illustrer comment ces différents textes s'articulent pour orienter les investissements. Faisons ensuite donc à la présentation du chapitre 2 où est perçu le rôle important des institutions dans la création des marchés décarbonés. Le chapitre 3 se propose de faire un focus sur le marché du carbone et notamment le marché du carbone européen ou je dirais plutôt les marchés du carbone européen. Euh, alors pourquoi qui dit marché dit prix et dans les mécanismes de marché aboutissent donc par le jeu d'offres et de demandes classique à un prix du carbone qui va fortement varier. Et de ces variations du prix va naître ce que l'on appelle le risque financier du carbone. À côté du marché du carbone, nous avons aussi d'autres manières de tarifer, excusez-moi, le carbone. Il y a la norme, les normes, et ainsi que la taxe carbone. Voilà. Donc, ces mécanismes, normes et taxes peuvent très bien s'ajouter au système, donc aux mécanismes de marché. Ces mécanismes de marché reposent sur ce qu'on appelle le système de quotas d'émissions carbone, ou le système dit en anglais le cap and trade, parce que vous avez un système donc, de quotas qui vont être échangés sur un marché classique, marché financier. Alors pourquoi on parle de aussi cap? Parce qu'il y a un plafond d'émissions, et ce plafond d'émissions va se réduire d'année en année. Et va créer en fait un effet rareté qui doit permettre d'augmenter le prix du carbone in fine. Donc, ces mécanismes de marché reposent donc sur ce système de quotas d'émissions de carbone. Mais à côté de cela, donc, on pourrait appeler ça, en fait, on appelle ça dans le livre, en fait, un marché de conformité. Ce marché de conformité s'adresse en particulier aux industriels, plus ou moins émetteurs de carbone, alors que il existe un autre marché du carbone qui est le marché donc dit de crédit carbone, un marché incitatif, voire volontaire. Donc ce marché de crédit carbone repose donc sur
des projets carbone qui seront financés via des crédits afin de monétiser donc ces projets de réduction d'émissions carbone. Euh, Ensuite, donc les marchés, au travers des marchés financiers du carbone, seront vus donc le marché au comptant et le marché à terme, hein, puisque le marché du carbone est un marché financier comme un autre. Et donc, en termes d'illustration, euh, nous verrons en fait un cas d'étude sur les bourses du carbone, bourse européenne du carbone est proposé avec différentes questions à répondre pour voir l'importance des bourses carbone dans dans la fixation du prix carbone, notamment par leur organisation et leur protocole de trading. Euh, Ensuite, le chapitre 4 se propose, donc, à partir du chapitre 3, de voir précisément en quoi consiste le risque carbone ou les risques carbone, et notamment les risques financiers liés au carbone. Donc parmi le risque carbone, on distingue donc le risque climatique physique des risques liés au carbone qui sont non physiques. Donc ce chapitre 4 se focalise beaucoup plus donc, sur le deuxième type, hein, les risques liés au carbone. Parmi ces risques liés au carbone, nous retrouvons donc le risque de réputation, on retrouve également le risque réglementaire de crédit et le risque financier du carbone. Le risque financier du carbone, en fait, c'est lié à la volatilité des prix. La volatilité des prix, une manière de se couvrir, enfin, il existe deux manières de s'en couvrir, hein. C'est la couverture naturelle, euh, par le jeu en fait d'entrée et de sortie de quotas ou de crédits carbone, vous permettez en fait de couvrir, de réduire votre risque, votre exposition au risque, ou alors la couverture financière qui passe par des instruments financiers classiques, type futur, forward ou options. Au travers donc, de ces instruments sont proposées des stratégies classiques de couverture largement utilisées par les praticiens et par les industriels. Et donc pour finir, nous faisons un focus sur les risques bancaires liés au carbone, liés à la transition. Et on voit au final que les risques bancaires sont assez proches du risque des industriels et que pour permettre la transition, il faut à la fois traiter donc, les risques liés au carbone ainsi que les risques bancaires liés à la transition climatique et liés au carbone. Euh, et donc, au niveau du matériel pédagogique, bon, c'est plutôt classique, donc quiz plus étude de cas, avec un focus sur l'expérience de RWE, qui est l'un des plus gros polluants en Europe, de par ses centrales d'électricité au charbon et au gaz. Et donc, nous voyons l'évolution, enfin, l'étude de cas retrace l'évolution de la politique de gestion du risque carbone de cette industrielle allemande. Alors, l'un des points centraux de la finance d'entreprise hein, concerne notamment l'évaluation d'entreprise et en son cœur, finalement, la notion du coût du capital, appelé également coût moyen pondéré du capital. Alors, de manière très classique, hein, l'évaluation d'entreprise reste de manière générale très complexe, s'appuyant, on va dire, pour simplifier, sur trois approches, une approche par le patrimoine, une approche par les flux et une approche par les multiples. Donc, nous avons essayé d'intégrer, notamment dans l'approche par les flux et par les multiples, l'incidence hein, d'une facture carbone, de manière à voir les incidences que cela pouvait faire sur la valorisation des entreprises et finalement, par derrière, le coût des capitaux propres de manière générale, le coût du capital. Alors, concernant la méthode des flux de trésorerie dite actualisée, hein, qui consiste donc à faire une projection hein, d'un business plan sur plusieurs années, de nombreuses questions se posent quant à la prise en compte du coût du carbone. Pourquoi? Parce que l'horizon, déjà, ou la durée, hein, n'est pas du tout identique hein, entre faire un plan à 3, 5, 7 ans, alors que le carbone, lorsqu'on entreprend de décarboner son industrie, sa chaîne de valeur, ben, c'est sur des souvent dizaines d'années.
quand on parle de neutralité carbone à la hauteur de 2050, ce qu'on peut aisément faire des projections à 25 ans, voire à 100 ans, jusqu'à à la fin du 21e siècle. Donc se pose la question du taux d'actualisation. Comment le faire, le calculer, le problème également de cette fameuse valeur terminale, qui est présente dans ces modèles de flux. Et donc, il y a eu beaucoup de débats, notamment chez les économistes, entre Nordos, Stiglitz, etc., où ils sont finalement pas du tout d'accord sur la prise en compte de tous ces éléments, à travers le flux, le taux d'actualisation, la durée, la valeur terminale, et ainsi de suite, qui fait qu'aujourd'hui, ce serait plutôt une approche par les multiples qui serait peut-être plus facile à mettre en œuvre, avec l'intégration d'une facture carbone, par exemple, à la suite de l'EBITDA, dans un compte de résultats. Ça, ce sont des méthodologies qui sont déjà développées par des cabinets de consultants et qui permettent de faire une projection à l'instant T0 finalement du multiple d'EBITDA corrigé, de la facture carbone. Alors tout cela pour nous faire évoluer sur le coût du capital avec le coût des capitaux propres et cette prime, finalement, à la décarbonation dans le coût des capitaux propres et dans le coût de la dette. Aujourd'hui, finalement, on a des obligations vertes, des émissions, qui fait que on peut calculer aisément ce coût du capital décarboné avec des modèles d'évaluation classiques comme le fameux MEDAF, qui nous permet de donner le prix du risque avec le fameux bêta. Aujourd'hui, nous avons des projets de recherche, des publications qui concernent ce fameux bêta décarboné qui est introduit dans de nombreux modèles, même s'ils sont souvent plus théoriques que d'applications pratiques, comme le modèle de Farmer French, par exemple, à trois facteurs. Ben, on peut aujourd'hui l'étendre à un modèle, non pas à 5 facteurs, mais à 4 facteurs, avec cette prise en compte du carbone. Voilà, donc c'est ce que couvre à peu près l'intégralité de ce chapitre, pour donner ensuite une suite de l'évaluation sur la notation, en particulier plus large que le simple carbone, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de sociétés de rediffuseurs d'informations, de data, nous donnent des méthodologies de notation, avec la création également d'indices décarbonés, comme le CAC 40 par exemple décarboné. Bref, beaucoup d'illustrations dans ce chapitre concernant l'évaluation et le coût du capital. Il y aura donc une illustration, comme les chapitres précédents, sur le quiz et une étude de cas. Euh, suite au chapitre 5, nous proposons donc un chapitre 6 basé sur les crédits, le financement décarboné. Donc, le financement décarboné, forcément, c'est soit du financement bancaire ou alors du financement via les marchés. Donc, nous suivons en fait cette logique, disons, classique de présentation où parmi ces crédits bancaires décarbonés, on fait un focus à la fois sur le crédit trajectoire décarbonation qui est proposé par la plupart des banques européennes, ainsi que donc la logique du prêt participatif permettant de financer des projets sobre en carbone. À côté de ça, donc à côté de ce financement bancaire classique, coexistent donc deux marchés complémentaires les uns des autres. Donc le marché des obligations vertes, assez connu, un green bonds, un marché qui est apparu globalement dans les années 2007 avec la première obligation verte européenne par la Banque européenne d'investissement, le Climate Awareness Bond. C'est un marché qui, voilà, désormais est une part importante du marché obligataire européen et représente à peu près 5% des émissions obligataires en Europe. Ce marché-là est un peu moins développé dans d'autres pays, et notamment le marché américain, où il représente 1%, et le marché chinois, qui est malgré tout émergent. Voilà. Et à côté donc, de ces green bonds, il y a un financement via l'equity, via la partie action qui est aussi possible, qui est proposée. C'est ce qu'on appelle l'equity crowdfunding, donc qui permet, au-delà d'avoir un apport obligataire, d'avoir un apport par action essentiel pour financer
des projets sobres en carbone qui ont un horizon d'investissement beaucoup plus important que des projets classiques. Et donc, le matériel pédagogique est assez classique, hein. Il est basé sur un quiz plus une étude de cas, gaz de ferme, qui propose qui propose un investissement qui met en lumière donc un investissement dans des énergies de biogaz. Et donc, les trois types de financement qui sont présentés auparavant sont proposés. Et l'objectif pour l'étudiant est donc de déterminer la solution optimale de financement. Donc le chapitre 7, lui, propose en fait, est totalement complémentaire du chapitre 6, puisqu'il s'agit de voir après le financement en quoi consiste en fait l'investissement décarboné. Donc l'investissement décarboné, euh, on pourrait donc faire un parallèle à ce qu'on appelle la gestion active et passive classique, gestion d'investissement, gestion de portefeuille actif passive. En termes de gestion active, il existe en fait des mesures simples utilisées par les praticiens, mais aussi les chercheurs, qui permettent en fait de sélectionner les valeurs sur leur performance carbone, leur performance énergétique. Parmi ces mesures, hein, les plus connues sont l'empreinte carbone, qui va permettre de voir le volume d'émissions par, par euro de chiffre d'affaires du portefeuille, et la mesure de l'intensité carbone, qui est en fait le volume d'émissions carbone par montant d'euros investi. Alors, l'intensité carbone comme l'empreinte carbone vise à corriger les effets de taille, hein, puisque si l'on prend en fait les émissions totales, hein, on parlait d'émissions scope 1 et scope 2, mais aussi au scope 3, ça peut en fait euh, engendrer des biais importants dans la construction du portefeuille type MEDAF ou alors modèle multifactoriel. Donc ça, c'est ce qui concerne un petit peu la gestion active appliquée à ce qu'on appelle le screening, hein, d'investissement, donc la partie vraiment investissement, sélection de valeur. Donc à côté de cette gestion active, apparaît également une gestion passive qui est particulièrement disponible dans des ETF. Ces ETF, les Exchange Trading Funds, sont basés sur des indices qui ont été construits, des indices bas carbone, des indices environnementaux, des indices ESG également. Et là, on retrouve la gestion passive indicielle classique. Donc, à côté de cette gestion active ou gestion passive qui est liée à l'investissement direct, apparaît en fait une singularité au niveau de l'investissement décarboné, c'est ce qu'on appelle l'engagement climatique. Alors l'engagement climatique, notamment en Europe, se fonde sur une analyse de la matérialité des risques, matérialité financière ou matérialité d'impact. Et au travers de cet engagement climatique, on rejoint là les normes de l'EFRAG notamment et la norme CSRD, où on voit un alignement donc des investisseurs institutionnels sur la matérialité, la double matérialité, matérialité financière et matérialité d'impact. Voilà, et donc le matériel pédagogique classique est basé donc sur un quiz et une étude de cas de Sycomore Asset Management qui a pratiqué un engagement climatique collectif avec la firme Carrefour de 2018 à 2024, avec des résultats à la fois financiers et extra-financiers probants. Alors, le chapitre 8 s'intitule Le capital investissement au service de la décarbonation. Nous traitons dans ce chapitre du rôle actif des investisseurs dans la transition, mais en particulier dans le cas du secteur non coté par rapport au chapitre 7. Ainsi, le chapitre 8 va aborder
un levier souvent méconnu dans la décarbonation, le capital investissement. C'est un chapitre qui se veut original de ce point de vue-là. Alors, il montre ce chapitre que ce secteur peut devenir un moteur de décarbonation par plusieurs leviers, plusieurs actions. Premièrement, l'engagement actif auprès des entreprises du portefeuille, mais également l'intégration d'objectifs climat dans les processus de sélection et d'accompagnement. Mais également, il s'agit d'utiliser des indicateurs et des mécanismes incitatifs, voire des sanctions, pour s'assurer d'une trajectoire crédible. Alors, en l'occurrence, le matériel pédagogique est constitué d'un quiz, mais également d'une étude de cas Euraseo. Et cette étude de cas Euraseo met en lumière cette transformation de l'investisseur passif en acteur engagé de la transition. En l'occurrence, ce chapitre se veut novateur parce qu'il fait le lien entre des logiques financières, des logiques ESG et des stratégies opérationnelles. Et il valorise l'approche proactive du private equity dans le cadre du bas carbone. Le chapitre 9, qui s'intitule Le reporting de durabilité et de performance globale, répond à une question. Comment évaluer les progrès réels des entreprises? Alors, ce chapitre va explorer le reporting interne et externe de la durabilité et explore la mesure et la transparence des performances extra-financières. Il va détailler les outils de collecte, de vérification et d'analyse de l'information extra-financière. Il présente également la méthodologie ACT de l'ADEME, ACT pour Assessing Low Carbon, qui est très utilisée, de plus en plus utilisée pour l'analyse sectorielle des trajectoires bas carbone. Il traite également de l'analyse extra-financière des caractéristiques des critères XG, mais précisément, il insiste sur l'importance de l'articulation entre données financières et données extra-financières. L'originalité du chapitre tient également à son approche pédagogique. Il ne se limite pas à la théorie des KPI, il propose une grille de lecture concrète de la performance durable, notamment via l'étude de cas. C'est ainsi que le matériel pédagogique traite d'une étude de cas, l'étude de cas Energy Green, qui insiste sur la création de valeur à long terme plutôt que sur la simple conformité. Et il donne un exemple de mise en œuvre de la méthodologie ACT, la méthodologie ACT de l'ADEME. Le chapitre 10 s'intitule Vers une gouvernance climatique. Ce dernier chapitre aborde un enjeu clé qui est souvent sous-estimé, en l'occurrence la gouvernance climatique. Ce chapitre a pour objet de redéfinir la gouvernance traditionnelle et d'aborder la gouvernance à l'ère de l'Anthropocène. En l'occurrence, il refait le point sur ce qu'est une gouvernance traditionnelle pour aller très rapidement vers les enjeux de la gouvernance à l'ère de l'Anthropocène, la gouvernance climatique. Il va donc aborder et intégrer le climat dans les organes de décision, ces organes de décision étant le conseil d'administration, les comités RSE et bien sûr la question de l'incitation
c'est-à-dire la rémunération des dirigeants. Cette question de gouvernance climatique est abordée du point de vue de la gouvernance interne, nous l'avons dit, rôle du conseil d'administration, mais également dans ce conseil d'administration est mis en exergue le rôle de l'expert administrateur par sa formation, sa contribution à la transition énergétique et sont abordés également les critères climat dans la rémunération du dirigeant, mais aussi la rémunération du dirigeant, mais aussi la rémunération de ses administrateurs. Et puis, la gouvernance, c'est aussi la gouvernance externe, c'est-à-dire celle de ses actionnaires. Au final, le matériel pédagogique est composé d'un quiz et d'une étude de cas, le cas IKEA, qui illustre une gouvernance alignée avec les objectifs de décarbonation. Ce chapitre 10, se distingue par sa vision systémique, reliant pilotage stratégique, transparence, formation et dialogue avec les parties prenantes. En conclusion, l'ensemble de cet ouvrage et de ces chapitres nous montre que la finance décarbonée n'est pas une simple question de normes ou de produits financiers. Elle implique un changement systémique du régulateur à l'investisseur, du reporting à la gouvernance. Au final, l'ouvrage propose une lecture opérationnelle et pédagogique des outils appuyés par des cas concrets qui permettent de passer de la connaissance à l'action. Merci de votre attention. Merci. Pascal, je te propose d'arrêter le partage, comme ça on verra mieux. Alors nous avons un participant qui a posé beaucoup de questions, Clément Auchard. Je vais en regrouper les deux ou trois parce elles portent sur à peu près la même chose. Tout d'abord, il demande si ces normes sont représentatives de la réalité ou est-ce qu'il y a un effet cosmétique pour traiter d'un problème au sens économique. Là, je ne suis pas sûr de bien comprendre le problème au sens économique avec cosmétique. Et est-ce que le marché ou les normes ont une vocation plus profonde? Ça vous laisse sans voix. Non, non, je prends la parole. Non, je ne sais pas ce qu'on entend par normes, hein, si c'est simplement les normes européennes dites de l'EFRAG, les ESRS. Nous, on va beaucoup plus loin en fait, hein. On ne se cale pas simplement sur la quantification de normes ou du fameux GHG protocole avec ses trois scopes. On essaie d'apporter également des réponses beaucoup plus opérationnelles et concrètes à travers tous les pans de la finance d'entreprise, que ce soit en matière de gouvernance, en matière de financement, d'investissement, d'évaluation, de coût du capital. Bref, hein, ce n'est pas simplement, un ouvrage de plus sur le reporting décarboné comme on peut le lire un peu partout, hein. On a une véritable réflexion pédagogique menée dans toute la finance. Alors, il indique aussi qu'il faudrait sortir de la logique pollueur-payeur un jour. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, sortir de la logique pollueur-payeur, bah, bien évidemment, mais aujourd'hui, c'est pas simplement cet acteur-là qui doit prendre en compte ce sujet. C'est évidemment l'ensemble des acteurs, quels qu'ils soient, finalement, pays développés comme pays émergents, petites entreprises comme grandes multinationales, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce sont souvent les multinationales qui sont pointées du doigt parce qu'effectivement, vu leur taille, vu leur activité de production, elles sont peut-être plus amènes à être sous les feux des projecteurs. Mais n'importe quelle TPE doit faire des efforts en matière de décarbonation. Et c'est parce qu'il y aura un effort réellement collectif qu'on y arrivera. Si on prend l'exemple, par exemple, simplement de l'Union européenne, il ne faut pas oublier que la directive CSRD qui a été modifiée avec la directive Omnibus, qui n'est pas présente dans l'ouvrage parce que ça date de février 2025, et en 2025, l'ouvrage était déjà sous presse, donc on ne peut pas le mentionner, mais
cette directive CSRD au départ ne concernait que quelques milliers d'entreprises européennes, alors qu'il y a à peu près 23 millions de TPE, de PME qui ne sont pas hein, dans le champ de cette CSRD. Donc c'est voilà, un effort collectif qui permettra d'y arriver. Et le problème du carbone n'est pas un problème simplement du pollueur-payeur. Je- Très bien. Je pense que ça faisait référence au crédit carbone, la question. Oui, je me permets de rajouter, parce que je pense que la question était par rapport au crédit carbone et au quota carbone, mais ça rejoint en fait ce que disait Pascal Barnetto. Euh, il existe en fait un marché volontaire comme un marché de conformité. Les deux coexistent. Et c'est vrai que là, notamment, hein, la philosophie en Europe, c'était en premier de se focaliser en fait sur la décarbonation des entreprises, des grosses entreprises qui représentent la grande majorité des émissions carbone. Et on voit que enfin, de manière progressive, et notamment avec le sommet de Paris en 2015, on a intégré les parties prenantes. Donc, cette évolution, en fait, du simple pollueur-payeur, soit via la taxe, soit via le marché de quotas, on aboutit à la fois à une diversité des marchés volontaires qui existent, mais également en fait à une place prépondérante des parties prenantes et notamment des investisseurs. Et la directive CSRD s'inscrit pleinement dans cette prise en compte des parties prenantes dans l'effort de décarbonation. Merci. Alors, là, nous avons une question de Jérémy Pépi qui déjà vous remercie pour votre présentation. Il voudrait vous interroger sur le récent recul sur les ambitions du dispositif CSRD. Il vous demande ce que vous en pensez. Alors moi, je vais aller un peu plus loin dans la question. C'est est-ce que ça change des choses par rapport à ce que vous avez écrit? Et puis, deuxième chose qui est assez liée, c'est l'arrivée de Trump au pouvoir et les conséquences que ça peut avoir. Est-ce que ça impacte un peu les développements que vous avez dans l'ouvrage par le fait qu'il y a une zone économique majeure qui adopterait un comportement déviant ou dirimant par rapport à la zone européenne d'une part et puis sans doute aussi au reste du monde. Alors, je vais peut-être prendre la parole sur ce sujet. Oui, en effet, alors c'est vrai que, comme l'a souligné mon collègue Pascal, l'ouvrage était déjà sous presse au moment où la directive Omnibus est sortie. Et du point de vue réglementaire, c'est sûr que les évolutions sont très, très nombreuses. Il y a un élément de contexte déjà international qui est l'élection de Trump. Et on voit bien au niveau mondial, il y a un recul de toutes les réglementations liées au climat. Ça, c'est un élément de contexte qui est fort et qui est évidemment pris en compte par les investisseurs. De ce fait, même si les entreprises qui sont mondialisées ne peuvent pas ignorer le contexte géopolitique, il y a peut-être aussi la possibilité de développer un véritable modèle européen de décarbonation qui pourrait avoir des effets géopolitiques vertueux, évidemment, à long terme. Mais oui, effectivement, c'est un élément à prendre en compte et c'est pas pour autant qu'il faut totalement reculer sur les stratégies de décarbonation. Voilà. Merci. Je me permets juste d'ajouter par rapport à la directive Omnibus, ce qu'il faut voir aussi, c'est que sur la réglementation donc des agences de notation ESG, la Commission européenne n'a pas transigé et continue de réguler le marché. Donc certes, peut-être qu'il y a un allègement en fait des normes CSRD et moins d'entreprises moins d'indicateurs, mais à côté de ça, les autres chantiers, la Commission européenne continue, et notamment à réglementer le marché. On voit qu'une grande partie des agences de notation extra-financières sont américaines et ont été, enfin, d'anciennes agences européennes qui ont été rachetées par des Américains, et on voit quand même une volonté politique de la Commission européenne, voilà, d'éviter en fait que cette backlash anti-ESG se diffuse à l'Europe. Voilà. Je peux rajouter un dernier point.
au-delà de toutes ces directives, de toutes ces institutions, moi je travaille avec pas mal de PME, hein, donc d'entreprises qui ont entre 10 à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Moi je suis quand même surpris de voir la volonté de beaucoup de dirigeants d'entreprendre des efforts, même s'ils ne sont pas soumis au contexte hein, à ce jour, et des directeurs financiers qui commencent à se pencher sur ces problèmes de décarbonation. Donc, voilà, il y a quelque chose de toute façon qui est enclenché, un mécanisme, et qui fait que, en tout cas pour l'Europe et pour la France en particulier, voilà, le phénomène est pris, ça prendra peut-être plus de temps que prévu, mais en tout cas, le système de la décarbonation est parti. Mm. Alors, une question est de moi, parce qu'il y avait une autre question de Clément Rochard, mais je trouvais qu'elles étaient un peu décalées par rapport à l'ouvrage. Donc, si vous voulez y répondre, vous pouvez la voir. Je parle aux panélistes dans le QNR. Euh, J'imagine que vous avez déjà un peu testé auprès des étudiants, parce que dans vos cours, les nouveautés que vous apportez au travers de l'ouvrage. Alors, quel est un peu votre retour sur leur perception et leur réaction par rapport à cette évolution des contenus? Moi, je dirais qu'elle est double. Elle est double parce que il y a à la fois il y a un intérêt, il y a aussi beaucoup de scepticisme. Et puis quand on les interroge personnellement sur leur contribution personnelle à la décarbonation, on voit qu'il y a aussi beaucoup de réticence à changer les pratiques. Mais néanmoins, il y a des diversités de réactions des étudiants euh, qui sont assez intéressantes. Voilà. Pascal et Yves, vous avez une expérience sur le sujet Oui, aussi? oui, bien évidemment, c'est un sujet qui les passionne hein, aujourd'hui. Il faut les mettre sur le terrain, entre guillemets. Hein. Donc, moi, j'en envoie directement sur le terrain, aller questionner des dirigeants de PME aussi pour voir où ça en est. Et c'est un exercice qui les intéresse. Alors, même si effectivement, il y a parfois double approche ou double discours, comme vient de le dire Vanessa, entre soi-même, quels efforts on fait à titre personnel et le souhait de l'entreprise. Bon, ça, c'est deux choses différentes. On va rester au niveau de l'entreprise. Voilà, ça les intéresse. Beaucoup sont en alternance dans voilà, des entreprises, notamment en finance, pour lesquelles ils ont voilà, été mandatés pour ça, de participer à la mise en place de la CSRD, etc. Et cetera. Et donc, c'est des sujets qui interpellent, en tout cas. Mm. Et moi, je terminerai par mon expérience, en tout cas de création et de gestion d'un programme ingénierie financière et finances durables au sein de mon école. Et c'est vrai que bon, je m'en suis inspiré notamment de ce que j'ai pu écrire dans le livre hein, pour structurer ce programme-là. Mais on voit que les étudiants certains sont convaincus, d'autres pas. Mais ceux qui le suivent, qui sont peut-être moins convaincus, comprennent qu'en fait, la finance a changé et que la finance doit intégrer l'extra-financier, doit intégrer la décarbonation, parce que c'est ça qui est l'avenir, en fait, à la fois de la finance et de la planète. Euh, je dirais peut-être le petit hic, les petites interrogations que peuvent avoir nos étudiants et étudiantes, c'est sur les métiers parce que voilà, on a beaucoup d'étudiants qui viennent nous dire, mais pour quel métier ça forme, pour quel métier? Le message de ce livre-là, c'est de dire, mais en fait, il y a pas, il va y avoir sûrement des métiers un petit peu novateurs hein, dans la finance, analyste extra-financier, par exemple, mais au final, les métiers ne vont pas changer, c'est le contenu des métiers qui va changer en finance. Et je pense que le message du livre, c'est un peu ça. Oui, l'idée, c'est d'intégrer, de développer de nouvelles compétences, mais les métiers ne vont pas fondamentalement changer. Merci. Alors, j'ai pas d'autres questions qui se posent. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour la fin? On espère que cet ouvrage vous intéressera, que vous serez nombreux à le lire et à l'acquérir, enfin d'abord à l'acquérir, ensuite à le lire et à le conseiller. Merci, oui, parce que c'est un ouvrage qui est fait pour les étudiants, mais qui était aussi fait pour les collègues. C'est-à-dire que c'était aussi
une aide pour les collègues pour refaire leur cours, parce que moi-même, en tant que prof de finance, je me demandais bien comment j'allais refaire mon cours pour intégrer les aspects. Et c'est vrai qu'on y trouve des tas d'éléments, puisque vous couvrez tous les éléments de la finance, hein, en particulier de la finance d'entreprise. Et donc, on doit y trouver, pour nos différents cours, en tant qu'enseignant cette fois-ci, des éléments pour actualiser, intégrer la dimension de la décarbonation dans nos différents cours. Écoutez, je vous remercie. Merci d'abord pour avoir écrit l'ouvrage, d'avoir accepté le projet qui n'était pas simple, parce que s'il avait été simple, ben, on n'aurait pas lancé la collection. Donc, c'était parce qu'il y avait un besoin. Et donc, merci d'avoir relevé le défi, de l'avoir relevé avec succès. Et merci d'être intervenu aujourd'hui. Je me fais le porte-parole des participants pour vous remercier pour cette présentation. Et je vous rappelle que cette présentation est enregistrée. Donc, elle sera disponible sur la chaîne YouTube de la FNEJ. Et donc, vous pourrez la revoir. Et puis, si jamais vous connaissez des personnes qui n'ont pas pu assister, vous pouvez leur dire que cette présentation est disponible. Et dans l'intervalle, je vous souhaite ben, écoutez, une bonne fin de journée, un bon après-midi déjà, et puis un bel été. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous Merci aussi. Merci, Jérôme, merci la merci, FNH. Au revoir. merci à la FNEJ.